Bonjour à tous. Alors les plus attentifs d'entre vous s'apercevront qu'on n'est pas vendredi, on est lundi. Alors est-ce que maintenant j'ai complètement déraillé, je lance mes vidéos n'importe quel jour de la semaine? Non, j'ai décidé de faire un petit hors-série sur un sujet bien spécifique, la pression fiscale en France. Jingle. Bon, vous y habituez pas, hein, je vais pas faire des hors-séries en permanence maintenant, je vais pas rajouter encore une énième série. D'ailleurs, vous allez voir, pour moi, ça s'intercale un peu dans le sujet de ma série Digital Corporate Citizen. Mais bon, pourquoi je veux faire un hors-série Digital Corporate Citizen? Déjà, le digital, ça va être un peu lointain sur le sujet. Parce que, voilà, j'avais envie. Non, non, plus sérieusement, on m'a envoyé on m'a partagé un graphique sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez vu hein, sur la page de titre, hein, c'était un réseau social bleu. Il y en a deux hein, en bleu. Il y en a un qui est plutôt professionnel. C'est plutôt celui qui est professionnel, donc je vous laisserai deviner lequel. Et puis on y a posté ce graphique hein, qui est très bien. Hein. Pour le coup, effectivement, je remercie mon ancienne camarade d'avoir fait suivre elle se reconnaîtra, d'avoir fait suivre ce graphique, parce qu'effectivement, il est très très bien. Il a le mérite de montrer de façon très synthétique les recettes versus dépenses, et donc de synthétiser les données qu'on peut récupérer sur le budget via les comptes nationaux. Et la source est probablement celle de l'INSEE, de la DGFiP ou de la PLF. Et a priori, ce sont effectivement bien les chiffres de 2024. Je suis allé débunker et tous ces chiffres sont exacts. Donc c'est très très bien ce graphe. Et effectivement, le graphe a été posté avec un commentaire qui dit « Au lieu de faire des tracts politiques pour 2027, voilà ce qu'on devrait envoyer à tous les 69 millions de Français. » Je suis fondamentalement d'accord. Mais le problème, c'est que je considère que ce document, il n'est pas suffisamment autoporteur. Enfin, il va être autoporteur pour une partie de la population, mais pas pour tout le monde. Donc je me suis dit, et c'est pour ça que je fais un hors-série, parce que j'ai voulu réagir assez vite, il faut compléter tout ça. Alors effectivement, quand on regarde la lecture rapide, mais du coup une lecture rapide, ça peut être une lecture biaisée d'un document, ce graphe Sankey, il classe les recettes, il va regarder effectivement, il va classer 3 blocs majeurs dans les inputs. On va faire un focus hein, sur ces 3 blocs majeurs, que sont la pression sur les sociétés, la pression sur les ménages et la pression sur la consommation. Et puis après, on regarde comment tout ça alimente les dépenses et permet de couvrir, malheureusement pas suffisamment, les dépenses sur un certain nombre de points. D'ailleurs, sur ce certain nombre de points, il y a des éléments qui vont être au bénéfice à la fois et des ménages et des sociétés. Donc, à première vue, un lecteur pressé, il pourrait conclure les entreprises, elles payent 500 milliards alors que les ménages, ils payent 353 milliards. Donc l'effort porte davantage sur les entreprises, si on regarde la pression fiscale, pour le coup. Hein. Sauf que non, hein, ça va pas du tout. Et on va essayer de regarder 3 angles morts que pourrait laisser apparaître un graphe sans avoir la bande-son qui va avec. Alors, est-ce que le graphique confond? Non, il traite pas et où il n'illustre pas l'assiette juridique versus l'incidence économique. On va y revenir, je vais détailler et puis je vais essayer de débunker un petit peu tous les gros mots. Pour faire simple, celui qui paie légalement l'impôt n'est pas lui, c'est pas celui qui supporte économiquement la charge. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. Ensuite, il n'y a aucune mise en regard avec la valeur produite. Et c'était pas l'objectif du graphique, on est bien d'accord. Je dis simplement que ce graphique n'est pas autoporteur. Tout ce qui est salaire versé, valeur ajoutée, valeur produite, hein, pour le coup, valeur ajoutée créée, profit dégagé, tout ça ne ressort pas comme une valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire ce qui est donné d'un côté n'est pas suffisamment important versus ce qu'on va avoir au niveau des dépenses. C'est un fait, on est d'accord. Et enfin, il n'y a aucune ventilation sur la taille des entreprises, ni malheureusement sur les mécanismes et les optimisations fiscales de certaines entreprises, de certaines grosses entreprises, et certainement pas toutes. Moi j'ai la chance de travailler dans une entreprise où il y a un vrai cadre social, et il y a une vraie rétribution, il y a effectivement un souci à ne pas utiliser des mécanismes d'évasion fiscale. Donc voilà, je veux surtout pas que les gens généralisent, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les grosses entreprises. Et on va pas faire. Moi non plus, je ne veux pas que vous fassiez des catégorisations aussi fortes et aussi fermes.
Bon, maintenant, on va s'essayer effectivement à un exercice d'analyse un peu des prélèvements invisibles et du coût du travail. On a encore un certain nombre d'acronymes et de gros mots qu'il faut qu'on débunk. L'impôt sur le revenu, bon, celui-là, ça va, je vous passe quand même. L'impôt sur les sociétés. Certains que vous voyez sur vos fiches de paye, la CSG, CRDS, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Donc, notre graphique, celui qu'on étudie depuis le début, il classe un certain nombre de cotisations employeurs. Et parmi ces cotisations employeurs, on trouve pour 329 milliards, soit 11,2% des recettes, mais il les relie pas avec leur réelle origine. Parce qu'en fait, elles sont directement liées et assises sur les salaires. Donc sur le travail produit par les salariés. C'est plus facile à le comprendre avec les 104 milliards de cotisations salariées et la CSG, pour 153 milliards, assise à 96% sur les revenus du travail et assimilés. Donc ça, c'est extrêmement important de remettre en évidence le fait que, au final, dans les cotisations employeurs, l'effort salarié est extrêmement important. On va maintenant essayer de reconstruire de façon plus concrète encore ce coût du travail, qui est un peu absent du graphique, et c'est pour ça que je fais toute cette vidéo. On va commencer par une vision un peu tabulaire des choses. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un certain nombre de prélèvements, la cotisation salariée, pour 104 milliards d'euros, qui est assise sur les salaires bruts, là il n'y a aucun doute. On a ensuite les cotisations employeurs pour 329 milliards d'euros, mais elles aussi sont assises sur les salaires bruts. Ensuite, on a la CSG CRDS pour 153 milliards d'euros. On a l'impôt sur le revenu des salaires, 64 milliards d'euros. Et au total, ça nous emmène à quelque chose qui est plutôt représentatif de ce qu'est l'effort salarié, de 650 milliards, soit 43% des recettes publiques totales. Le chiffre parle différemment. Donc, si on synthétise, sur les 500 milliards de prélèvements des sociétés, l'impôt sur les sociétés, proprement dit, ne représente que 68 milliards, soit 2,3% du PIB. Le reste, 432 milliards, correspond aux cotisations employeurs et à la fiscalité de production, qui sont en fait assises sur la masse salariale et donc sur le travail produit par la masse salariale. Le point clé, c'est vraiment de comprendre que le prélèvement sur les sociétés, tel qu'il est présenté sur le graphique, c'est trompeur. Il agrège l'impôt sur les sociétés, le véritable impôt sur les profits de la société, et les charges sociales patronales qui sont un prélèvement sur le travail qui est simplement collecté par l'employeur. Alors je pense qu'il était indispensable de faire cet éclairage parce que sinon on avait l'impression qu'il y avait deux flèches, ce que payent les sociétés et ce que paye le salarié. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, si on essaye de creuser, qui porte réellement la charge ? Et là, on va essayer de regarder un peu autour de la théorie de l'incidence fiscale. J'ai encore quelques gros mots. J'ai le CPO, le Conseil des prélèvements obligatoires, et l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Donc si on regarde, il y a un consensus économique fourni par l'OCDE, l'Institut des études et l'IPP, l'Institut des politiques publiques, entre 2019 et 2023, qui établit que les cotisations employeurs sont in fine répercutées sur le salarié via, et on va les lister, une modération salariale, le coût du travail total déterminé à l'embauche, pas sa répartition juridique, et aussi une répercussion sur les prix, donc sur le consommateur. Donc effectivement, on va voir qu'il va y avoir du rappel là-dessus. Il y a une estimation de l'IPP et du CPO qui dit 70 à 90% des cotisations employeurs seraient in fine supportées par les salariés sous forme de salaire net plus faible qu'en l'absence des charges. Donc on voit que finalement, là on voit tout de suite que cette assise, elle est directement corrélée. Regardons un petit peu le profit des entreprises. Et on va regarder qui contribue vraiment. Et attention, je le redis, le but c'est pas de généraliser, toutes les grosses entreprises ne se comportent pas de la même manière, toutes les multinationales ne se comportent pas de la même manière, et toutes les petites et moyennes entreprises, elles aussi. L'approche, elle est statistique. Donc elle est, comme moi je souhaite le faire sur Ultra Green régulièrement, c'est d'être le plus pragmatique possible. Et d'être précis pour dire, attention, ne généralisons pas. J'ai encore un gros paquet d'acronymes et de gros mots. Bon, la valeur ajoutée, là, celui-ci, j'espère que c'est bon pour vous. Le BE, lui, il est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est le résultat de l'activité avant l'amortissement, les intérêts financiers et impôts. C'est en gros ce qu'on appelle un proxy profit, donc le proxy du profit d'exploitation.
GE, grandes entreprises, celui-là vous me l'excuserez, hein. ETI, j'en parle régulièrement sur la chaîne, entreprise de taille intermédiaire. PME, celui-là c'est bon. TPE pareil, et puis on a le retour de notre CPO. Je ne vais pas systématiquement remettre tous les acronymes et les gros mots parce qu'au fur et à mesure on va les retrouver. Alors, les profits par catégorie d'entreprise, si on essaye de les regarder, en fait, les micro-entreprises et les TPE, elles représentent, la part à la valeur ajoutée, elle représente 22%. Et le taux de marge EBE-VA, il est variable, c'est trop compliqué à estimer. Le taux d'impôt sur les sociétés effectif estimé, il picote, hein. Il est à 24-25%. Ensuite, si on monte aux étages supplémentaires, PME et ETI, cette fois-ci, on voit que la part de valeur ajoutée, elle augmente, certes. Le taux de marge, lui, effectivement, il augmente aussi. Par contre, le taux d'impôt sur les sociétés, lui, il diminue. Ça va être encore plus flagrant, sur les grandes entreprises. Donc là, on est à 30% de la valeur ajoutée. Et effectivement, le taux de marge BEVA, il est à 33%. Et par contre, effectivement, là, on a une vraie chute sur le taux d'impôt sur les sociétés, effectif estimé, qui, lui, passe dans les environs de 15 à 25%. Alors que le facial, c'est-à-dire l'espèce de moyenne globale, la valeur affichée, elle est toujours à 25%. Donc il fallait quand même souligner aussi, je pense, et c'est pour ça que je le fais, il était nécessaire de montrer la différence d'effort entre les sociétés. Déjà, en fonction de la société dans laquelle un salarié va travailler, l'entreprise dans laquelle il travaille va avoir un effort à produire d'un point de vue fiscal qui potentiellement est plus faible, et plus on s'aperçoit que statistiquement, et je le redis bien statistiquement, plus l'entreprise est grande, moins elle paye d'impôts sur les sociétés. Donc le constat, il est documenté, hein, et depuis longtemps. L'INSEE l'a fait en 2019, le CPO l'a refait en 2023, et c'est actualisé. Le taux d'imposition effectif décroît avec la taille de l'entreprise. C'est pragmatique. Et c'est à rebours par rapport à la progressivité attendue. Parce qu'on le voit, tous les autres chiffres augmentent, eux. Les grandes entreprises, en plus, effectivement, ils ont une fiscalité particulière. Les prix de transfert et l'optimisation internationale, tous les principes d'évasion, il y a certaines grandes sociétés qui les utilisent, et c'est probablement effectivement ce qui explique ce chiffre plus faible. Et du coup, effectivement, les grandes entreprises paient proportionnellement moins que les PME, et donc ça sur une approche progressive. Forcément, faut qu'on fasse un petit focus sur ces multinationales françaises. Et encore une fois, je le dis, ne mettons pas toutes les entreprises dans le même tonneau, mais regardons uniquement sur un aspect statistique. Où sont déclarés les profits? Et c'est là où ça pose un petit problème. Et encore une fois, c'est pragmatique et c'est documenté. Il y a un rapport qui s'appelle du Tax Justice Network, l'état de la justice fiscale en 2023. On considère qu'en France, on perd environ 26 milliards par an en recettes fiscales à cause de l'évasion fiscale des multinationales et des particuliers fortunés. J'insiste bien, hein. Autant sur les multinationales que sur les particuliers fortunés. J'en ai déjà traité dans une vidéo qui va sortir. Enfin, j'en traiterai dans une vidéo qui va bientôt sortir. Excusez-moi, avec le positionnement de ce hors-série, j'ai essayé de savoir quand j'allais le poser. Donc, il y a d'autres vidéos programmées et j'en reparlerai. Dont 16 milliards sont imputables aux multinationales via le transfert de profits vers des juridictions à fiscalité faible. Alors ça, c'est du politiquement correct, hein, on appelle ça des paradis fiscaux. Ce sont, je le rappelle, hein, des mécanismes qui sont documentés par l'OCDE, par le BEPS. Il y a des rapports parlementaires de 2022 et 2023 que vous trouvez très facilement sur Internet. Le prix de transfert intragroupe, la facturation de ce qu'on appelle les management fees, les royalties vers des filiales au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas, donc les doubles irlandaises en sandwich néerlandais ou à la sauce hollandaise, vous appellerez ça comme vous voulez. Les sous-capitalisations et les remontées de dividendes, et puis effectivement on a des cas connus. Je pense par exemple à LVMH qui a été jugé, qui a été documenté. Je pense à Total Energy qui déclare ne payer aucun impôt sur les sociétés en France sur certaines années et sur leurs résultats consolidés en raison de la localisation des profits et d'une extraction vers l'étranger. On a exactement la même chose aussi avec des entreprises qui sont présentes sur le sol français. Je pense à Google, Amazon, Meta, nos amis les GAFAM, sur lesquels il y a des contentieux fiscaux
en cours, sur lesquels certains ont eu des arbitrages et des transactions, et puis des accords entre le fisc français et ces sociétés entre 2019 et 2021. On va prendre un petit persona. On va prendre notre ami Karim, qui est contrôleur de gestion dans une entreprise de taille intermédiaire qui bosse dans l'industrie dans le Nord. Karim, il voit sa PME ou son ETI, pour le coup, audité chaque année avec un taux d'impôt sur la société proche du taux facial. Il constate par rapport, avec le rapport CPO dans les mains, que tous les grands groupes avec lesquels il travaille, hein, qui sont clients de sa société, pour laquelle son entreprise produit de la valeur, eux, ils n'ont pas du tout le même taux d'imposition sur les sociétés. Alors, il ne comprend pas. Et il a toutes les raisons de ne pas comprendre. Donc, effectivement, il est important de comprendre qu'il y a une contribution qui est différenciée selon la géographie. Donc, les PME françaises, la quasi-totalité de l'assiette imposable réalisée est déclarée en France, parce que l'entreprise est une petite entreprise et que son activité, elle est sur le territoire français. Et du coup, ils ont un taux effectif qui est proche du taux facial. Plus on va grossir et plus on va aller jusqu'aux multinationales françaises, et notamment une bonne partie des sociétés dans le CAC 40, le chiffre d'affaires est mondial, mais les bénéfices fiscaux, eux, ils sont optimisés en utilisant la répartition internationale. Donc il y a un rapport d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales de 2022 qui s'appelle CAC 40 des géants qui écrasent l'impôt, qui documente de façon explicite le taux d'imposition sur la société effectif moyen à environ 15% pour les entreprises du CAC 40, pour un taux facial de 25%, tel qu'on l'a vu au début de la vidéo. Donc c'est quand même pas rien, hein. On parle d'un différentiel de 8 à 10 points, appliqué à des centaines de milliards de bénéfices. Ça représente plusieurs milliards d'euros d'écart avec ce que paierait une PME sur un bénéfice équivalent. Et c'est un moins gagné pour l'État. Donc un moins gagné, un moins perçu vis-à-vis de dépenses et du budget de l'État. Donc si on essaye de regarder un peu qui porte l'effort, et puis de regarder un petit peu la différence entre la partie miroir entre le salaire et l'investissement. On a encore quelques acronymes que j'avais pas levés encore, hein. La formation brute du capital fixe, c'est un indicateur de l'investissement des entreprises, achat des machines, bâtiments, équipements, et puis l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Donc, si on regarde qui porte l'effort. Donc, les données, elles viennent de l'INSEE, hein. C'est exactement la même source que le graphique sur lequel, depuis le début, j'essaye d'apporter une valeur supplémentaire en termes de compréhension. La valeur ajoutée des sociétés non financières, c'est environ 1400 milliards d'euros actuellement. La rémunération des salariés, la masse salariale brute totale, y compris cotisation, elle est environ de 65% de la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation, le BE, et le proxy du profit avant l'impôt sur les sociétés, il est d'environ 32% de la valeur ajoutée. Et enfin, l'investissement, la partie formation brute de capital fixe, elle, pour les entreprises, elle est environ de 24% de l'AVA. Elle est en baisse, une baisse relative depuis 10 ans dans plusieurs secteurs, alors que les dividendes versés, et ça c'est vu par l'INSEE et l'OFCE, eux ont progressé plus vite que l'investissement productif depuis 2017. Donc on va synthétiser, il y a un signal d'alerte documenté par l'OFCE qui date de 2023, qui rappelle que les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 représentent désormais un montant proche, voire supérieur à l'investissement net en France. Et déjà, là, on voit qu'il y a un problème. Parce qu'effectivement, pour pouvoir rapporter encore plus de valeur, il faut que les sociétés grossissent, mais que ce grossissement soit aussi le fruit de l'investissement, et qu'il y ait du rétributif de ces sociétés. Et là, on a des problèmes. Il y a un ratio dividende-investissement qui interroge sur l'affectation réelle des profits nets d'impôts. On va essayer de faire un petit tableau de synthèse de qui paie quoi réellement. Et du coup, on va regarder nos acteurs. On va regarder le salarié, les grandes entreprises, les PME, TPE et le consommateur. Vous avez vu qu'il y en a deux qui sont liés. Donc les prélèvements apparents, ce qu'on voit sur le graphique, hein, les impôts sur le revenu, la CSG, les cotisations salariées, ça fait en gros 250 milliards d'euros. Et pour les grandes entreprises, on a l'impôt sur les sociétés, les cotisations employeurs affichées,
Pareil pour les PME, TPE, hein, donc effectivement, impôt sur les sociétés et cotisation employeur affichée. Pour le consommateur, on ne le voit pas dans le groupe, c'est la partie TVA, on ne la voit pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement? Le prélèvement réel, donc l'incidence économique. Pour les salariés, c'est une large part des cotisations employeurs, une répercussion salariale, environ 230 à 290 milliards. Pour les grandes sociétés, l'impôt sur le revenu effectif réduit par optimisation, et on l'a vu, hein, ces mécanismes d'optimisation, et puis les charges sociales largement répercutées. Peu de marge d'optimisation pour les PME, TPE, donc c'est effectivement, là on va plutôt se rapprocher du taux facial qu'on a vu tout à l'heure, hein, de 25%. Et puis pour les consommateurs, c'est justement la TVA et les 310 milliards d'euros, plus les répercussions de la fiscalité de production dans les prix. C'est ce qu'on a évoqué au tout début en disant, effectivement, la pression qu'on met sur les entreprises, elle la répercute par un gel ou une diminution ou un recalcul des salaires à l'embauche. Donc le reste net disponible pour tout le monde, pour le salarié, c'est le salaire net après incidence réelle, et c'est donc inférieur à ce que suggère le graphique, hein, clairement. C'est le profit net et les dividendes en hausse pour les grandes entreprises. Clairement, on voit que c'est ceux qui vont récupérer quand même la majorité de la valeur. C'est la marge jeunesse plus contrainte pour les petites et moyennes entreprises et les TPE. Et par contre, notre salarié, lui, il a une piqûre de rappel, c'est la contribution indirecte massive et invisible que peut être la TVA. Quand je dis invisible, elle n'est pas invisible, vous le voyez très bien quand vous le payez. Mais si vous êtes attentif à ce que est le prix réel d'un article, c'est-à-dire le prix de l'article sans sa taxe à la valeur ajoutée. Donc on va insister là-dessus. Le citoyen, il est doublement contributeur. Il est salarié et consommateur. Et dans cette situation, lui, il va avoir effectivement la TVA, et c'est l'impôt le plus régressif du système. Les 208 milliards de TVA, 7,1% du PIB quand même, sont payés par tous les consommateurs, indépendamment du revenu. Or, la TVA, elle pèse donc forcément proportionnellement plus lourd sur les ménages qui sont le plus modestes. Et c'est ceux qui vont consommer la quasi-totalité de leurs revenus par la consommation. Par les biens de consommation, pardon. Et donc, vis-à-vis des ménages les plus aisés, qui eux ont la capacité d'épargner, qui ont la capacité à réinvestir, eux, et en plus, cet investissement va être un générateur de revenus supplémentaires. Donc effectivement, c'est assez terrible de se dire que la TVA, elle empêche la capacité d'investissement pour les plus petits ménages, et donc elle leur referme les portes d'un investissement et d'un nouveau type d'investissement. Tout ça, vous pouvez le retrouver, ce sont des données INSEE, l'enquête budget de famille. Les 20% de ménages les plus modestes consacrent environ 11% de leurs revenus à payer de la TVA, contre 5% pour les 20% les plus aisés. On parle jusqu'aux classes moyennes, hein, qu'on soit très clair. Hein. Et la classe moyenne inclut plutôt sur la partie basse, hein, j'insiste aussi. Le consommateur, il finance en plus aussi indirectement les profits. Quand une entreprise répercute sa fiscalité de production, les 103 milliards, c'est ce qui est classé dans autre impôt sur la production du graphique, dans ses prix de vente, c'est direct, elle va réaugmenter le prix de vente directement en fonction de ce qu'on lui impute comme fiscalité supplémentaire dans la production. Donc, in fine, c'est le consommateur, et donc effectivement, c'est même souvent le même individu que le salarié, qui absorbe une partie non négligeable, même très importante, de la charge fiscale nominalement attribuée à l'entreprise. Il y a un vase communicant qui est quasi direct. On va essayer de regarder un petit peu cette boucle du citoyen contributeur. Il est payé, mais sur ce qu'il est payé, il va payer de l'impôt sur revenu, de la CSG sur son salaire. Ensuite, il paie indirectement via son employeur une part des cotisations employeurs. Il paye la TVA sur sa consommation. Il finance via les prix une partie de la fiscalité de production des entreprises, parce qu'effectivement, il y a une répercussion sur le prix de l'article qu'il va payer. Et en plus, effectivement, comme il n'est pas capable d'investir parce qu'il il consomme la quasi-totalité de son salaire pour de la consommation et pour payer tout ce qu'il doit payer sur un mois, il ne perçoit finalement que peu de rétributifs. Alors moi j'ai la chance d'être dans une entreprise dans laquelle on a de la participation, de l'intéressement. C'est absolument pas le cas de toutes les entreprises. C'est pas non plus le cas de toutes les multinationales et de toutes les grandes entreprises. Donc effectivement, nous j'ai la chance d'être dans une entreprise où on a cette possibilité
possibilité de pouvoir investir et l'entreprise nous aide à investir. Mais c'est pas du tout la règle générale. Donc ça, c'est quand même, effectivement, je pense, c'était important de souligner que ce graphique ne doit pas faire de raccourci sur, finalement, le poids réel de ce que le consommateur, donc le citoyen, consommateur et salarié, porte d'un point de vue du budget et des bénéfices au budget par les taxes et par la fiscalité. On va aussi encore essayer d'identifier ça, cette fois-ci avec un deuxième persona qui a beaucoup moins de chance que notre premier. Sophie, elle est aide-soignante, elle est en contrat à durée indéterminée. Elle gagne 1900 net par mois. Sophie, elle paye l'impôt sur le revenu, la CSG. Et oui, elle a un salaire qui est juste à la limite, donc elle paye l'impôt sur le revenu. Elle contribue aux cotisations employeurs via la modération de son salaire. Elle paie la TVA sur ses achats quotidiens. Elle consomme des produits de grandes enseignes dont les profits nets progressent. Le tout sans que, malheureusement pour elle, elle n'est pas dans ma situation, elle n'est peut-être pas dans votre situation à vous, sans qu'aucun mécanisme ne relie sa contribution en tant que consommatrice à un retour, dividendes, baisse de prix, participation et autres mécanismes qui pourraient être mis à la disposition de certains salariés. Comment je vais conclure ? Voilà, je reviens, le graphique est très bien et je pense que c'est très intéressant de le faire circuler, mais je trouvais nécessaire de lui apporter un éclairage supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je veux relever un petit peu de la mise en perspective que je suis en train de faire ? Le graphique, pris isolément, si on l'analyse trop rapidement, il peut permettre aussi à certaines personnes d'inverser la lecture réelle et de faire croire que les entreprises payent largement plus que les salariés. En réalité, la fiscalité du travail, les cotisations employeurs et l'impôt sur les sociétés, effectivement, l'impôt sur les sociétés ne pèse que 68 milliards d'euros. Et donc, effectivement, en plus, avec un taux effectif qui décroît en fonction des entreprises. Et encore une fois, c'est statistique, ne généralisez pas. Et du coup, effectivement, il y a certaines grandes entreprises multinationales françaises qui, via en plus des mécaniques d'optimisation fiscale internationale, vont augmenter cette réduction du taux effectif à 15% par rapport au taux facial qu'on a vu jusqu'à présent, et donc avoir une fiscalité qui va être beaucoup moins forte que pour des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille moyenne. Et ça crée un effort fiscal qui est inversement proportionnel à la capacité contributive. C'est un vrai problème. Vous l'avez compris, c'était l'objectif de ma vidéo. Le citoyen, il porte une triple charge invisible. La contribution directe, l'impôt sur le revenu, la CSG, la contribution en tant qu'indirecte via le coût du travail et les répercussions du coût du travail sur les prix, sur la fiscalité des entreprises et ainsi de suite. Et malheureusement, aussi en tant que consommateur. Et on a vu, en tant que consommateur, il n'y a pas de distinguo. Qu'on soit très très riche ou qu'on soit très très pauvre, on va se prendre la même fiscalité. Et du coup, sur les couches les plus basses de la population, ça empêche la capacité d'investir, la capacité à pouvoir épargner, et du coup, ça crée d'énormes différences et d'énormes inégalités. Et c'est sur ce point-là que je voulais conclure. Donc, je vous remercie, et puis voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à Ultra Green. Je ne dis pas que je vais refaire d'autres hors-série, mais celui-ci, je trouvais que j'avais quelque chose à dire. Au revoir.